J'ai fini ma partie. Je vais laisser la parole et la main à Marc Messina. Je remercie encore d'avoir accepté l'invitation d'Académie PHP et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Vous me retrouverez à la fin pour la séance questions-réponses. Marc, c'est à vous. Merci. Bonjour et plutôt bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir pour cette session de formation via Internet par le canal Académie de la Cheville, que je remercie au passage de cette invitation à vous communiquer quelques concepts sur la thérapie manuelle. Alors j'essaie de passer mes diapos. Pour l'instant, je ne vois pas apparaître les… Attendez Benjamin, je ne vois pas apparaître les icônes pour cliquer et changer mes diapos. Alors, 2 secondes. Normalement, là, vous devez y voir. C'est bon. C'est bon? Ok, c'est bon. Merci Benjamin. Donc, j'en profite aussi pour vous souhaiter une très belle année à vous tous avec de belles réussites dans vos vies professionnelles ainsi que personnelles. Alors ce soir, la thématique, vous voyez le titre, les lésions micro-traumatiques du talus chez le sportif. En fait, ce dont on va parler, c'est surtout d'essayer de cadrer les tableaux un petit peu complexes de douloureuses, chroniques et instables qui sont mal expliquées. Et on va voir que dans la plupart des cas, eh bien, ces chevilles douloureuses, chroniques et instables correspondent à des problématiques de biomécanique, biologie du talus, et on va revoir un petit peu sous forme de connaissances fondamentales. Je pense à personne de revenir sur l'anatomie et la biomécanique. On va revoir un petit peu comment ce talus peut expliquer ces séquelles douloureuses et ces chevilles qu'on a du mal, au bout du compte, à rééduquer. Alors, je passe la diapo suivante. Je veux bien s'afficher. Ça met un petit peu de temps. Excusez-moi, je reclique. Ça passe pas. Benjamin, tu peux essayer de la cliquer peut-être. Ouais. Ça devrait arriver. Voilà. Alors, la diapo s'affiche. Donc, on oppose souvent, si vous voulez, la macrotraumatologie de la microtraumatologie. La macrotraumatologie, c'est ce qu'on connaît bien, c'est le monde des fractures, des entorses, la plus fréquente étant la lésion du ligament latéral externe de la cheville. Bon, les vidéos ne s'affichent pas. Voilà. Si, ça arrive. La ouais, ça arrive doucement. Voilà. La pathologie touche plutôt ce qui concerne les pathologies de contrainte par répétition, ce qu'on appelle les overuse. Donc, c'est vraiment les pathologies dites de surmenage qu'on va rencontrer dans certains sports, comme notamment actuellement, c'est le cas chez nous au Pays Basque, le trail, les courses en montagne avec des impacts répétés sur la cheville. En réalité, il existe parfois des relations entre macro et micro-traumatologie. C'est-à-dire que la macro-traumatologie va entraîner des dérangements biomécaniques dans le fonctionnement de l'utilisation, voire de l'utilisation au cours de la marche toute simple de la cheville. Et ces dérangements, finalement, vont eux-mêmes être la source de mauvaise utilisation et de micro-traumatismes répétés. Je clique un petit peu sur les images, ça met toujours un petit peu de temps. Donc, macrotraumatologie, microtraumatologie, parfois des relations directes ou indirectes entre ces deux gros chapitres de la prise en charge de la cheville. Alors, je clique un peu au hasard. Alors, on va revenir maintenant sur le talus. Le talus, en réalité, il va falloir savoir s'il est victime ou coupable, ou bien victime et coupable de ces syndromes de surmenage. Il faut savoir que le talus est la pièce centrale de l'édifice podosural. On va revenir un petit peu sur son anatomie. Je passe la diapo suivante. Alors, les points clés qu'il faut se rappeler. Bon, la cheville, c'est un assemblage. C'est un assemblage qui permet
donc de donner de la cohérence entre le pied et la jambe. Elle correspond à la région morphologique du coup de pied. Je passe la diapo suivante. Étymologiquement, le mot cheville vient de clavis. Clavis qui veut dire clé et justement pièce d'assemblage. Donc, cette pièce d'assemblage, je passe la diapo suivante. Cette pièce d'assemblage, cette pièce maîtresse d'assemblage est le talus, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, puisque vous voyez que les lignes de contact, les lignes osseuses, sont distribuées du tibia, très peu de la fibula, mais surtout du tibia, vers la zone d'appui du talus et vont se diriger en direction de l'arrière-pied pour les contraintes antérieures, arrière-pied pour les contraintes postérieures. Ces travées, ce signalement de travée osseuse, de ligne mécanique de force, eh bien, montre finalement que ce talus est vraiment une pièce incontournable de l'édifice podosural. Alors, si on passe la diapositive suivante, on revient un petit peu sur un zoom de ce fameux talus qu'on appelait, qui est un terme maintenant un petit peu dépassé, tenant astragalien. On va voir qu'il n'est pas tout à fait tenu, que l'astragal n'est pas tout à fait tenu. On voit un petit peu en détail qu'il est composé donc d'une face articulaire, on a plusieurs faces articulaires, une face articulaire supérieure qui a une forme de gouttière, mais qui n'est pas tellement creusée, elle est orientée vers le dehors, donc l'axe physiologique du pied humain correspond à cet axe un petit peu en avant et en dehors du talus. Une autre surface articulaire latérale donc, qui est articulée avec la malléole fibulaire, et on voit qu'elle a une grande forme triangulaire. Une facette articulaire médiale en forme de virgule, donc articulée cette fois-ci avec la malléole tibiale, et puis un col, le col du talus, et la tête articulaire du talus qui viendra s'articuler avec l'os naviculaire que l'on va détailler dans les prochaines diapositives. Je fais passer la diapo suivante. Alors, cette cheville, elle est composée essentiellement par deux articulations. Hop, c'est allé un peu trop vite. La première, c'est la talocrurale. Et la seconde, c'est la tibio-fibulaire inférieure. Alors, on retrouve dans les descriptions anatomiques de certains auteurs un encapsulement articulaire qui est commun à ces deux unités articulaires de la cheville. Elle est rangée dans la catégorie des gynglimes. Autrefois, on parlait de trochléenne à 1 degré de liberté. On va voir qu'il n'en est rien. On va voir qu'il n'en est rien. Il y a beaucoup plus d'1 degré de liberté dans la cheville par le fait de l'emboîtement réciproque qui n'est pas un emboîtement complet et total du tenon au sein de la cheville. Il y a deux situations, pour faire simple. Une situation d'appui où véritablement il y a un emboîtement réciproque et là on pourrait éventuellement parler de principe de tenon et de mortaise. Par contre, dès que le pied n'est plus en appui au sol, eh bien, il s'agit plutôt d'une pince à serrage élastique et ce serrage est lié à l'activité musculaire active des muscles qui vont contrôler donc l'ouverture et la fermeture de cette pince que l'on va détailler un petit peu plus tard. Alors, sous le talus, eh bien, vous avez le calcaneus et vous avez donc cette fameuse articulation, la subtalienne, qui est rangée dans les doubles ellipsoïdes et qui est stabilisée par le ligament interosseux talocalcanéen qu'on connaissait autrefois sous le terme de ligament de Farabeuf au niveau du sinus du tarse. C'est un véritable pivot de la stabilité rotatoire de l'arrière-pied, comme on va le détailler un petit peu plus tard. Je passe la diapositive. Et donc, dernier élément aussi en rapport avec donc l'astragale, c'est le naviculaire. Ce naviculaire donc, qui a une articulation commune avec la tête, comme on l'a vu précédemment, du talus, et qui est de forme sphéroïde et qui permet donc 3 degrés de liberté dans les 3 plans d'espace. On va voir que ça joue énormément, surtout dans la pronation, supination du pied.
à la diapositive suivante. Voilà, toujours un petit retard à l'allumage sur l'affichage, c'est pas grave, vous y êtes habitués. Donc voilà ce manchon capsulo-synovial qui présente des replis, surtout antérieurs et postérieurs, de manière à permettre une grande mobilité, un grand débattement articulaire, en flexion plantaire, donc mise en tension de la capsule antérieure, et en flexion dorsale, mise en tension de la capsule plutôt postérieure. On passe la diapositive et on voit qu'il existe des renforcements capsulaires. On voit qu'il y a un faisceau terminal qu'on appelait autrefois le ligament latéral externe faisceau moyen qui est dirigé obliquement vers le calcaneus et deux uniquement sur le talus. Alors on retiendra que il y a deux insertions talaires ligamentaires dirigées de la fibula vers le talus en externe, en latéral, et en médial également deux. On va les voir sur la diapositive suivante. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il n'y a aucune insertion tendineuse sur le talus. Le talus va subir les guidages liés à la forme des surfaces articulaires et à la mise en tension des ligaments. Donc on voit cette disposition, donc faisceau talofibulaire postérieur, qui est très horizontal, faisceau talofibulaire antérieur, très oblique aussi, hein, et donc vous voyez, il y a une organisation oblique, donc un contrôle de la stabilité rotatoire plutôt tridimensionnel. On n'est pas du tout dans des rapports d'axes orthogonaux, comme on pourrait le voir dans l'anatomie classique. Je clique sur les différentes animations. Voilà. Du côté voici, hein, ce qu'on peut remarquer, c'est surtout la couche superficielle qu'on appelait autrefois le ligament deltoïdien. C'est ce fameux faisceau moyen du LLI, ligament collatéral médial en nouvelle nomenclature. Vous voyez que cette couche superficielle est très résistante, elle est largement étendue entre la malléole tibiale, le col du talus, le naviculaire et le sustentaculum tali. Et puis on retrouve donc ces deux faisceaux antérieurs et faisceaux postérieurs profonds qui relient donc la malléole tibiale au talus. Donc voilà l'organe ligamentaire, cette stabilité passive du talus de la pince tibiofibulaire. Je clique sur les différentes animations. Alors, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que ce ligament deltoïdien est renforcé à sa face inférieure par le ligament calcanéo-naviculaire plantaire qu'on appelle le spring ligament, le ligament ressort qui correspond véritablement à un renfort donc inférieur et qui permet le soutien de voûte de l'arche médiale dynamique du complexe podo-sural. Vous voyez, il est très épais. Alors, les entorses sont mais souvent mal diagnostiquées. On les traite par orthèse pendant 6 semaines de soutien de voûte. Voilà. Et ce ligament, donc il ne faut pas oublier, hein, ce ligament ressort, donc constitue un soutien de voûte primordial de l'arche dynamique médiale. Je passe à la diapositive suivante. Alors sur le plan de la physiologie, hein, donc on va passer de l'anatomie à la kinésiologie ou la biomécanique fonctionnelle. Donc ce que l'on peut rappeler, c'est que la poulie du talus est plus large en avant qu'en arrière, et donc lors de la dorsale, hein, le tibia et la fibula vont avoir tendance légèrement à s'écarter l'un de l'autre. Diapo suivante. Voilà. Cet écartement est contrôlé par plusieurs éléments de guidage anatomique conjonctif. Un des principaux éléments stabilisateurs et de guidage, c'est la membrane interosseuse. Ces fibres donc, vont s'horizontaliser lors de la flexion dorsale et vont attirer la fibre vers le crânial, donc il y a un mouvement d'ascension longitudinal de la fibula en flexion dorsale par mise en tension donc
de cette membrane interosseuse qui va augmenter l'effet pince en flexion dorsale. Je passe à la diapo suivante. Alors, bien sûr, hein, on verra dans les traitements qu'il est indispensable d'agir en thérapie manuelle sur tous ces éléments anatomiques. Alors, le tibial et fibula pince le talus. Alors, il y a deux phénomènes. Hein. Un phénomène de tension active de cette pince lors de la flexion plantaire. Donc, ce sont les muscles longs qui vont stabiliser la pince, alors que lors de la flexion dorsale, ce sont plutôt des phénomènes de mise en tension passive, des éléments conjonctifs ligamentaires qui vont assurer donc la stabilité de cette pince. Diapo suivante. Voilà, sur cette petite animation, on voit qu'en flexion dorsale, il y a un abaissement de la fibula longitudinale, une détente des éléments conjonctifs, donc de la membrane interosseuse, alors qu'en flexion plantaire, il y a horizontalisation des fibres conjonctives de la membrane interosseuse et stabilisation de la pince. Diapo suivante. Hop, ça passe. Alors, la cheville n'est pas une charnière horizontale, hein, c'est une charnière oblique. Hop, je suis allé un petit peu trop loin, excusez-moi. De face, elle présente un angle d'inclinaison qui est oblique du dedans vers le dehors, et vue d'avion, dans le plan horizontal, un angle de déclinaison qui est oblique en avant et en dedans. Alors, la conséquence de cette c'est qu'en réalité, la flexion dorsale et plantaire ne s'inscrivent pas dans un plan purement sagittal. On voit qu'en chaîne ouverte, eh bien, on observe une rotation automatique externe du pied. Donc, le pied va s'engager en flexion dorsale plutôt vers le dehors, en abduction. Il va y avoir une abduction du talus. En chaîne fermée, lorsque le pied est en appui, on observe un verrouillage, une position de verrouillage en flexion dorsale et rotation médiale de la jambe. Donc, il y a des rotations automatiques combinées à la flexion dorsale et à la flexion plantaire du pied dans l'espace, que l'on soit en chaîne ouverte ou en chaîne fermée. Ces rotations automatiques sont couplées bien sûr avec d'autres rotations automatiques qui vont entrer dans le cadre de la biomécanique fonctionnelle du membre inférieur en décharge et en charge, et elles sont retrouvées donc également au niveau de la hanche. Je passe à la diapo suivante pour si l'on zoome un petit peu sur la malléole latérale, bien on remarque que lors de la flexion dorsale, il y a un mouvement d'éloignement. Vous voyez, c'est très peu thérapie manuelle, hein, ces mouvements d'éloignement de 1 à 2 mm. Il y a également un recul de 1 mm et une légère ascension de 0,1 mm. Alors c'est très peu, mais il faut bien comprendre que quand elle n'existe pas, ces mouvements d'écartement et de glissement, eh bien, on aura des conséquences hein, sur des surcharges de contraintes mécaniques et des conséquences sur des pertes de mobilité, bien évidemment. Alors, ces mesures sont réalisées par stéréométrie, hein, par radio-stéréométrique, et ce qui a été abandonné dans ces mesures, c'est la conception de rotation médiale. Hein. On considère qu'il n'y a plus de rotation médiale lors de la flexion dorsale de la cheville. Je passe à la diapo suivante. Alors, on a parlé de membrane interosseuse. Cette membrane interosseuse, à l'extrémité distale, reçoit des renforts. Ces renforts sont les ligaments tibio-fibulaires inférieurs. Il y en a un en dorsale, un en ventrale. Et là encore, lorsque la cheville se met en flexion dorsale, eh bien, ces ligaments se mettent en tension et concourt avec la membrane interosseuse à stabiliser la pince. Je passe à la diapo suivante. Alors, chose qui est peut-être un petit peu moins connue en anatomie, c'est la présence de ce faisceau accessoire de renforcement du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur qu'on appelle le basset ligament.
vous voyez, il est parfois accolé au ligament tibiofibulaire antéro-inférieur, mais parfois il est détaché. Dans des cas, il est détaché. On le retrouve très très fréquemment. Et il est à la base des conflits tissulaires antérieurs de la cheville, notamment dans le cadre d'entorses mal soignées. Et je vais vous expliquer ça dans quelques diapos suivantes. On voit là, c'est zoomé, on voit bien ce ligament de Bassett, accessoire du ligament, donc tibiofibulaire antéro-inférieur. Il va être à l'origine de problèmes dans la mécanique et dans la pathomécanique du talus, dans les séquelles d'entorses douloureuses. Il faut le connaître, ce ligament. Et le reconnaître et surtout savoir l'examiner. On va voir quels sont les tests cliniques pertinents qui permettent d'examiner ce ligament. On voit sur une autre préparation anatomique le ligament tibiofibulaire antérieur, ici. Et puis on voit juste dessous, ici, le ligament de Bassett, qu'on appelle aussi ligament de Ferkel. Hein, c'est deux anatomistes qui l'ont parfaitement décrit. Donc, il est présent et important. Diapo suivante. Alors, ce système capsulo-ligamentaire, bien sûr, va guider et freiner les mouvements, mais les mouvements de flexion de la cheville et d'extension de la cheville sont aussi limités par des butées osseuses. Alors, ces butées osseuses, eh bien, vous en avez essentiellement deux. Hein. Ici, si je clique, la troisième malléole de Desto, en arrière, qui est liée à l'obliquité du pilier tibial dans le plan sagittal, vers l'arrière. Et puis, vous avez tout simplement, en avant, le col du talus. Alors, l'espace anatomique est limité, et lorsque vous avez un ligament de Bassett inflammatoire à ce niveau-là, eh bien, il y aura tout d'abord un conflit de tissu fibreux qui va se mettre en place, et qui petit à petit va stimuler une réaction osseuse, et on verra qu'il pourrait y avoir la présence d'éperons osseux qui seront très délétères sur la biomécanique fonctionnelle de la cheville. Je passe de diapo. Alors, il faut parler maintenant, une fois qu'on a mis ces éléments anatomiques en place, du contrôle moteur des roulements-glissements du talus. Qu'est-ce qui se passe exactement lorsqu'on fléchit et lorsqu'on étend la cheville? Flexion dorsale, flexion plantaire. En flexion dorsale, eh bien, la biomécanique nous montre qu'il existe un roulement vers l'avant et un glissement du talus vers l'arrière. Donc, ces roulements-glissements sont parfaitement respectés lorsqu'on essaye de retrouver de la physiologie perdue au niveau de ces pièces articulaires. Et en flexion plantaire, c'est l'arrière, il y a un roulement, c'est l'inverse, pardon, il y a un roulement vers l'arrière et un glissement vers l'avant du talus. On retrouve le pied en charge et on voit que les éléments musculaires vont guider un petit peu de manière parallèle aux éléments ligamentaires, vont guider le recul du talus en flexion dorsale. Ce recul du talus va être permis par la mise en tension du tibial antérieur, vous voyez, qui se réfléchit comme une poulie sur le rétinaculum des extenseurs. Et puis vous avez en arrière le ligament, le long fléchisseur de l'hallux, qui en flexion plantaire et en charge, va permettre, par son contre-appui au niveau de la gouttière entre les deux petites appendices osseux du talus, hein, qui va permettre d'avancer le talus en flexion plantaire. C'est les tubercules postéro-latéraux et tubercules postéro-médial. Là, je vous les montre comme ceci, avec ma souris, la flèche de ma souris. Voilà. La diapo suivante. Alors, les mobilités combinées, maintenant, bien sûr, il y a des mobilités qui sont combinées au niveau de la cheville et il y a des moteurs de cette mobilité. Les mobilités, vous les connaissez, c'est simplement des rappels. En flexion plantaire, vous avez une combinaison avec l'adduction et la supination qui va vous donner l'inversion, qui est une position d'instabilité de la cheville. La déformation correspondant à l'inversion est nommée le varus équin. Et puis vous avez en flexion dorsale, pronation et adduction, l'éversion qui est une position de stabilité, qu'on retrouve par exemple dans la position accroupie. Donc l'éversion, dont la déformation est connue sous le nom de talus valgus. Vous voyez, 35-25, il y a beaucoup d'écarts interindividuels. Hein. Ça peut aller des mobilités sur des chevilles très raides à 10-15 degrés jusqu'à des mobilités
par cheville souple qui peuvent aller ou instables jusqu'à plus de 60 degrés. Je passe la diapositive. Donc, ces mouvements d'inversion et d'éversion se font autour de l'axe physiologique, qui n'est pas un axe donc anatomique, mais un axe physiologique, l'axe de Henke, vous voyez, qui passe par le tubercule postérolatéral du calcaneus et qui vient s'aligner sur le col du talus et avoir une direction oblique en dedans sur une vue d'avion et en haut sur une vue sagittale. Voilà donc cet axe de Henke, axe d'inversion et d'éversion. Voilà, alors on comprend que les contraintes s'organisent de manière hélicoïdale, donc des contraintes tridimensionnelles, à la fois ascendantes lors de la phase d'impact ou d'appui, ou à la fois ascendante ou à la fois descendante lorsque les contraintes viennent du poids du corps au moment de l'impact. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il existe un verrouillage et une mobilité en torsion, donc il y a véritablement une instabilité rotatoire de l'arrière-pied qui peut s'installer dans les cas de traumatisme grave. Et donc cette instabilité rotatoire est contrôlée par l'ensemble des structures capsulaires ligamentaires, notamment le ligament de Farabeuf, mais également par un certain nombre de muscles moteurs qui sont autour du talus, mais qui ne s'insèrent pas sur le talus. Diapo suivante. Voilà, pour mémoire, les muscles qui sont inscrits en dedans de l'axe de Henke sont les muscles de l'inversion, et les muscles qui sont situés en dehors de l'axe de Henke sont plutôt les muscles de l'éversion. Je vous rappelle aussi donc la nouvelle nomenclature d'innervation. Les muscles inverseurs correspondent au nerf fibulaire profond, ce nerf fibulaire profond qu'on appelait autrefois le nerf tibial antérieur. Et les muscles qui sont situés donc en dehors de l'axe de Henke sont les muscles de l'éversion et qui sont eux aussi en partie innervés par le nerf fibulaire profond, mais également par le nerf fibulaire superficiel qu'on appelait autrefois le musculo-cutané. Diapo suivante. Alors, ce qu'il faut retenir sur le plan pathomécanique, après avoir vu ces quelques rappels de biomécanique fonctionnelle, quelques points clés. Alors, on va distinguer les conflits tissulaires. Alors, dans les conflits tissulaires, ce sont les éléments anatomiques qu'on vient de passer en revue. Vous avez le conflit antérolatéral de la cheville, vous voyez, qui se situe dans le cadran antérieur et latéral, donc, et qui inclut également le conflit de syndesmose, donc l'articulation entre le tibia et la fibula. Vous avez des conflits antéro-médiaux, donc conflits antéro-médial, qui sont plus des conflits à composante articulaire. Donc on va retenir antérolatéral tissulaire, antéromédial articulaire, et enfin vous avez des conflits purement antérieurs ou postérieurs qui sont plutôt des conflits osseux. Voilà, je passe à la diapositive. Alors si on peut dresser une espèce de diapo de synthèse, un cercle négatif du décentrage talocrural, c'est-à-dire que lorsque le talus, à la suite d'une entorse, eh bien, ne retrouve pas sa physiologie de départ, et ces décentrages sont souvent les conséquences de l'entorse négligée. On a une atteinte, on peut observer une atteinte du ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur qui est mal connue. On se dirige toujours vers le faisceau antérieur du LLE, mais jamais ou très peu vers le ligament tibio-fibulaire antéro-interne. Donc, ceci va déclencher une dysmobilité de la pince tibio-fibulaire, un décentrage du talus. Des conflits vont s'installer au niveau du ligament de Bassett qu'on vient de voir, avec une réaction tissulaire, conjonctive, plus ou moins accompagnée d'ostéophytes osseux. Les douleurs chroniques petit à petit s'installent devant un tableau souvent associé à une instabilité chronique de la cheville et des pertes de mobilité fine, des mobilités de glissement. Et qui dit perte des mobilités de glissement fin de la cheville dit perturbation de la coordination neuromusculaire, c'est-à-dire de la proprioception. Voilà un autre cercle négatif, ce décentrage talocrural. Ok, je passe les diapos.
Si ça veut bien passer, excusez-moi, il y a les... Voilà, alors voilà ce qu'on observe un petit peu hein, sur des images d'arthroscopie. Au départ, ça commence par une lésion de la synoviale. Plus ou moins, cette lésion va s'inflammer et devenir méniscoïde. Et puis, au stade terminal, vous voyez un éperon osseux qui va s'organiser par contrainte répétée sur ce talus. Alors voilà, le tableau clinique, hein, c'est des patients qui viennent nous voir avec 2, 3, 4, des fois plusieurs entorses. Vous voyez, ça c'est le cas d'un patient, 2 entorses en 2 mois de rééducation négligée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rééducation. Hein, le sportif pense que ça peut se régler tout seul. Reprise du trail avec douleur chronique et puis là, bien sûr, devant l'aggravation du tableau clinique douloureux et de la perte de mobilité, il vient consulter. On fait passer une simple radio et vous voyez que déjà l'ostéophyte s'est organisé en avant du pilon tibial. C'est déjà beaucoup trop tard. Diapo suivante. Alors, il y a quand même quelques diagnostics différentiels à retenir. Alors, ces diagnostics différentiels, ils sont affichés sous vos yeux. Là, je les vois apparaître. Donc, vous voyez, donc attention, persistance d'une solution de continuité du ligament tibio-fibulaire antérieur. Ça, c'est la première chose. Les pathologies des tendons fibulaires. Donc, pensez aux tendons fibulaires. À la soutalienne au niveau du sinus du tarse. En avant sur le tarse antérieur par le ligament en Y bifurqué. Ne pas oublier les fractures de processus du talus antérolatéral et les fractures du rostre du calcanéum, hein, qui est à l'apophyse antérieure en avant du talus. Alors, une autre diagnostic différentiel à prendre en compte, hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome du canal tarsien antérieur. Vous voyez, il y a un piège tissu fibreux du ligament frondiforme, ligament rétinaculaire des extenseurs. Eh bien, on voit qu'il y a un piégeage, une compression du nerf fibulaire profond. Et le patient se plaint de douleurs de conflit, mais également de paresthésie au niveau de la première commissure du pied, au niveau du gros orteil et du deuxième orteil. Alors en clinique, ce à quoi vous pensez, c'est dans ces espèces de chevilles compliquées. Si la douleur antérolatérale est persistante, si à la palpation vous observez un empattement de la gouttière antérolatérale, si vous avez un épanchement récidivant de la cheville, un petit œdème en avant de la pince, des douleurs antérolatérales en flexion dorsale forcée en éversion et des douleurs à l'accroupissement sans laxité, ce sont les critères de l'IU. Hein. Si vous avez 5 signes cliniques présents sur 6, eh bien vous êtes vraisemblablement en face d'une de conflit. Alors là, je vous montre ces diapos. Voilà, le signe clinique majeur, hein, on va essayer il a une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité. C'est le signe d'incarcération, d'impingement syndrome, signe de Molloy. On va palper le soft point en flexion plantaire, vous voyez, et on va imprimer une flexion dorsale avec le pouce qui est en avant de la malléole fibulaire. On va zoomer sur ce fameux soft point, vous voyez, il n'est pas au niveau du sinus du tarse, il est au-dessus, hein, il est bien au-dessus. Donc on palpe le faisceau antérieur du LLE, mais on va palper bien au-dessus pour voir, pour déclencher une réaction symptomatique au niveau du ligament de Bassett notamment. Voilà, alors les tests fonctionnels, alors l'exorotation test, hein, c'est une rotation interne forcée en flexion dorsale et en charge. Le squeeze test, hein, c'est une compression de la membrane interosseuse qui va déclencher les symptômes. Et puis, une test de translation fibulaire. C'est un test de tiroir, tout simplement, de la malléole fibulaire avec une hyperlaxité, une hypermobilité dans le plan sagittal. Voilà ces tests cliniques. Devant ces chevilles douloureuses un peu complexes, on note le plus souvent aussi une perte de la flexion dorsale. Alors, la flexion dorsale se mesure en chaîne ouverte pour le versant musculaire, genou fléchi pour le versant articulaire. C'est important de mesurer en charge. Vous voyez que en moyenne, 20 degrés de dorsale sont retrouvés en décharge, alors qu'on passe à 45% en charge. Il faut vraiment aller mesurer les amplitudes en charge pour avoir une vision fonctionnelle du perte de la mobilité de la cheville.
Alors c'est important, hein, lorsqu'il y a une perte de mobilité de la cheville de 10 degrés, vous avez un risque de récidive d'entorse qui est 5 fois plus important et qui est multiplié par 5 par rapport à une cheville totalement libre sur le plan de ses mobilités. On complète ces signes cliniques majeurs toujours par un score fonctionnel. Donc le score le plus souvent retrouvé dans la littérature, c'est le score de Carlson. Donc il associe plusieurs items, la douleur, l'œdème, l'instabilité subjective, la raideur, quelques l'escalier course, le retentissement fonctionnel dans les activités professionnelles, et puis s'il y a besoin d'une orthèse ou d'un strapping. Un total de 100, hein, plus le total s'approche de 100, plus le score est bon. Plus il se rapproche de 0, plus le score est mauvais. Alors, face à ces chevilles un petit peu compliquées, hein, on a vu qu'il va falloir bien user de plusieurs procédés notamment en thérapie manuelle, pour améliorer cette biomécanique fonctionnelle qui est perdue. Alors, les propositions sur le plan manuel, la première approche, bien sûr, vous avez compris, c'est une atteinte tissulaire, donc la première approche sera tissulaire. Je passe la diapo suivante. Alors, il y a des crochetages au niveau tissulaire pour défibroser ce ligament de Bassett, ce rétinaculum des extenseurs. Vous voyez, crochetage manuel qui peut être complété par du crochetage instrumental. Vous connaissez donc ces techniques de fibrolyse percutanée instrumentale. Alors, ce qu'on sait, c'est que le décordage instrumental permet de manière tout à fait significative de gagner de l'amplitude articulaire. Donc, en touchant de la mobilité dans les tissus périarticulaires, on va jouer sur du gain de mobilité articulaire. Donc, ce n'est pas la peine de s'énerver immédiatement sur des glissements articulaires. On va chercher d'abord à travailler sur les tissus mous. Voilà, l'approche articulaire, elle vient donc dans un deuxième temps par des mobilisations spécifiques du complexe peau-de-suture. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Eh bien, on a vu que la mobilité globale, la macromobilité, c'est de la mobilité angulaire, goniométrique, c'est de la mesure objective, quantitative, on peut mesurer tout ça. La micromobilité, celle qui est perdue dans ces pathologies un petit peu compliquées, sont des mouvements mineurs de glissement, des mouvements linéaires. On est dans de la mesure subjective, qualitative, on va plutôt être dans du perceptif que dans du mesurable. L'important, c'est, dans un premier temps, au niveau du bilan, de mesurer les amplitudes articulaires en macro, de travailler en micro et de vérifier le gain obtenu en micro en remesurant dans un deuxième temps, dans le deuxième bilan, post-séance, la macromobilité. Donc, on mesure la macromobilité, on traite en micromobilité et on remesure en macromobilité pour vérifier le gain obtenu par la thérapie manuelle. Bien sûr, tout ça en adéquation avec les symptômes décrits par le patient. Donc, c'est deux choses qui vont se compléter, la macromobilité dans l'examen, la micromobilité dans le traitement. Alors, on traite par joint play. Alors, les joint play, tout le monde connaît, c'est des concepts anciens par Mennen, mais qui sont toujours d'actualité. Ce sont des mouvements qui ne peuvent pas être le résultat d'une contraction active. Le patient, par sa contraction musculaire active, ne peut pas reproduire ces micro-glissements physiologiques. Donc, il faut absolument une force passive thérapeutique. Et cette force passive thérapeutique, c'est la main du kinésithérapeute. Voilà. Donc, mouvement de glissement, de translation, de désengrainement. Alors, vous voyez ici, on va commencer à rechercher du glissement céphalo-caudal. Ce sont les joues latérales du talus qui vont glisser sur les faces médiales de la fibula et du tibia. Donc, les mobilisations sont douces. On va tracter dans l'axe en déverrouillage. Voilà. Et on va relâcher ce que les ostéopathes appellent les mouvements de pompage. Donc, on va commencer une première approche de glissement articulaire céphalo-caudal. On va compléter ce désengrainement talien, glissement dans le plan sagittal de la pince tibio-fibulaire. Donc, on va agir sur les glissements antéro-postérieurs du tibia, un petit peu comme si on recherchait un tiroir. Attention, surtout, bien vérifier l'intégrité du ligament talofibulaire antéro-inférieur et du ligament de Bassett.
il faut que ces éléments anatomiques soient bien cicatrisés avant de démarrer ce travail articulaire qui pourrait être agressif en phase de cicatrisation. Voilà. Ensuite, toujours le désengrainement de la soutalienne. Vous avez bien compris qu'il y avait un couplage tridimensionnel rotatoire entre la physiologie de la soutalienne et de la tibio-tarsienne. Donc, on va provoquer des glissements postéro-antérieurs du talus au-dessus du calcanéus. On va stimuler un petit peu les glissements de la double ellipsoïde soutalienne. Donc, vous voyez, le pied est en appui, hein, et puis le thérapeute va imprimer un mouvement du glissement du talus au-dessus du calcanéus. On répète plusieurs fois hein, ces manœuvres jusqu'à obtention d'un mouvement, d'un gain de mobilité, d'un mouvement plus fluide. On a vu en biomécanique fonctionnelle que la stabilité et les glissements étaient tridimensionnels, donc il va falloir aborder cette physiologie rotatoire du talus au niveau de la pince. Donc on va désengrainer le talus par des glissements rotatoires, vous voyez en appuyant donc sa première commissure au niveau du col du talus et en faisant un contrôle du calcanéus en arrière. On va mobiliser dans les mouvements circonférentiels les mouvements rotatoires qui vont imprimer du coup indirectement des inversions et des éversions. Diapo suivante, on va s'intéresser bien sûr au glissement de la tibiofibulaire proximale. On va vérifier qu'il y ait des bons glissements de cette arthrodie. Alors ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que les glissements sont obliques. Le plan de la surface articulaire de la tibiofibulaire proximale n'est pas un plan anatomique, c'est purement sagittal. Il est oblique, dirigé vers l'avant et vers le dehors. Il faut respecter cette obliquité lorsque l'on pratique ce type de glissement. Donc glissement vers l'avant ou glissement vers l'arrière. La membrane interosseuse, eh bien, elle va être également le siège d'un travail technique hein, de glissement. Il va falloir prendre à la fois la tête de la fibula et la malléole fibulaire. Et tout doucement, on va provoquer des glissements coordonnés vers l'avant et vers l'arrière de manière asymétrique entre les deux extrémités de la fibula, ce qui va avoir pour effet de mettre en tension et en relâchement alterné la membrane interosseuse. Diapositive suivant. On n'oublie pas que le talus en avant est articulé au naviculaire. Le mouvement est tridimensionnel à ce niveau-là, mais le mouvement majeur de glissement se fait en pronosupination. Donc vous voyez ici ce glissement qui va se faire de manière ellipsoïde, mais en combinant soit de la compression, soit de la décompression, soit de la rotation dans le plan de la pronosupination. Voilà, juste cette petite diapo qui montre que la perte de mobilité de la cheville, hein, lorsque elle est faible, ne serait-ce que de 10 degrés ou moins de 10 degrés, eh bien, lorsqu'elle est faible, elle va engendrer un risque important de récidive. Hein, je vous disais précédemment, 5 fois plus de risque de récidive en flexion dorsale. De récidive d'entorse, bien évidemment. Diapo suivante. Alors, il est bon de se poser la question et de savoir si la mobilisation de la cheville peut avoir un effet sur le système des haubans latéraux, donc musculaires. Alors, il y a une étude qui a montré l'influence de la mobilisation de l'articulation de la cheville sur l'activité des fibulaires. Et on se rend compte que lorsqu'on retravaille ces glissements, eh bien, on a un effet positif sur le long péronné, le péronéus longus, dans une fenêtre de temps située entre 90 et 120 millisecondes, ce qui n'est pas négligeable dans l'aspect proprioceptif. Et là, on voit finalement que la biomécanique fonctionnelle qui s'appuie sur à la fois les techniques tissulaires, les techniques de glissement articulaire et les techniques de sont intimement liées. Tous ces systèmes sont finalement interdépendants. Alors, sur l'approche neuromusculaire maintenant proprement dite, il faut réactiver après un traumatisme, bien sûr, ces boucles sensorimotrices. Et puis, lorsque le patient, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, a souffert d'une cheville, il a installé des phénomènes compensatoires qui sont délétères à la circulation, au rétablissement du circuit de l'information proprioceptive. Il va falloir remettre tout ça en route. Alors, le réveil musculaire
se fait toujours en respectant la physiologie du pied en appui au sol. On part de ce concept physiologique du pied en appui au sol. Lorsqu'on va stimuler donc des glissements sur la coque talonnière vers l'arrière du talon, eh bien on va obtenir par action réflexe un travail des releveurs du pied. Et inversement, donc phase d'attaque du pas taligrade, et lorsqu'on va stimuler la phase d'appui plutôt digitigrade, en faisant des pressions glissées profondes sur la tête des métatarsiens et la pulpe des orteils, et on va stimuler au contraire les fléchisseurs plantaires. Donc vous voyez déjà qu'en massant, en faisant cette espèce de massage en glissement profond, et en stimulant les éléments capteurs mécaniques de la boucle plantaire, on va avoir une action intéressante sur les muscles longs dans le plan sagittal de la flexion plantaire et de la flexion dorsale du pied. Donc, aspect de réception et aspect de propulsion sur la diapositive de droite, sur la photo de droite. Hop, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. On continue. Alors, ce qu'il faut retenir, je vous le rappelle, tous les muscles qui sont situés en dehors de l'axe de Henke, ici en orange, sont des éverseurs et en dedans sont des inverseurs. Alors, on va très rapidement autour de cet axe de Henke restimuler les appuis physiologiques en charge. Donc, en phase de demi-pas postérieur, de demi-pas antérieur de réception, comme ici, on va imprimer des résistances sur les chaînes rotatoires pelviennes, donc au niveau des pignacs antéro-supérieurs, pour stimuler donc les longs extenseurs des orteils. Il suffit de croiser les appuis pour stimuler, pareil, les muscles releveurs internes et les muscles releveurs externes. Vous voyez, en variant le croisement des appuis, on va pouvoir stimuler les deux cadrans du pied. Diapo suivante. De la même manière, sur la phase de propulsion, l'appui digitigrade, lorsqu'il est situé en décalage du pied d'appui antérieur, vous voyez, on va stimuler plutôt le long fibulaire. Pareil, cinématique rotatoire pelvienne. Et puis, si on décroise, si on décroise le pied, on va l'amener en arrière avec une propulsion donc plutôt postéro-externe, on va stimuler le tibial postérieur. Donc, des situations tout à fait fonctionnelles et proprioceptives. Une fois cette phase-là obtenue, il faut passer à la phase de reprogrammation en feed-forward, puisque maintenant, il a été bien démontré que ces muscles fonctionnent sur le mécanisme de l'anticipation et non pas de la réaction. Donc, pour ça, on va travailler l'activité neuromusculaire grâce à ces articulateurs sous-taliens, ces articulateurs externes qu'on retrouve sur ces myolux athlétiques, la reproduction des différentes phases d'appui et de propulsion du pied autour de l'axe de Henke. Et contrairement à l'utilisation des plateaux classiques où les axes ne sont pas fonctionnels ni physiologiques et où surtout le plateau reste dans une situation de non-mobilité par rapport au déplacement, et bien là, on va pouvoir franchir une étape, c'est-à-dire l'étape de la locomotion, l'étape de la course, l'étape du saut et de la réception. Et donc, vraiment placer la reprogrammation motrice au plus près de la fonction. Alors, d'autres études ont montré que certains exercices sont intéressants pour développer la proprioception. Vous voyez cette publication de 2017, 15 minutes d'exercice de pliométrie par entraînement permet d'augmenter la stabilité dynamique des basketteurs sur des patients qui ont des instabilités fonctionnelles de la cheville. Donc, il faut utiliser l'enchaînement des sauts et des rebonds. Alors, au départ, bien sûr, avec une athlétique myolux, et puis ensuite dans des conditions d'utilisation normale de reprise d'entraînement. Voilà, conclusion, ce qu'on peut retenir de ce petit panorama, ne pas négliger l'examen clinique manuel d'une entorse du ligament latéral externe de la cheville, car il ne faut pas passer à côté d'une lésion du ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur, qui va conditionner et
bien, ces problèmes pathomécaniques, micro-pathomécaniques du talus. Le talus ne va pas pouvoir exprimer sa physiologie habituelle et donc créer des pathologies d'overuse, de contrainte. Bien sûr, ne pas manipuler un talus sans être certain de la cicatrisation de ce ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur. Bien évidemment, du ligament latéral externe aussi, mais surtout du ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur lorsqu'il est atteint. Les techniques passives et actives seront toujours complémentaires. Vous avez vu qu'il y a une interdépendance. Hein. Quand on mobilise du tissulaire, quand on mobilise l'articulaire, eh bien, on fait réagir actif, les haubans actifs. Et puis éviter l'installation d'une cheville douloureuse chronique mal expliquée. Souvent, ces chevilles douloureuses mal expliquées sont le résultat de la perte de la biomécanique fonctionnelle du talus au niveau de la pince tibio-fibulaire et au-dessus de l'articulation sous-talienne. Toujours garder bien évidemment une vision globale du patient, et ne pas oublier que il y a une organisation en chaîne articulaire, hein, donc il y a un complexe tibio-fibulaire, étalo-calcanéen, mais qu'au-dessus, tout s'organise. Le genou, la hanche, le pelvis, le rachis. Donc toujours une approche très globale du patient et vérifier toutes les zones de compensation. Ne pas oublier non plus hein, que les voies d'information sensorielle se l'une à l'autre, hein. Donc les voies interoceptives, vestibulaires, les récepteurs articulaires, musculo-tendineux, mais aussi l'extéroception, la vue, l'ouïe, hein, donc, et le toucher, l'aspect des plantaires. Une des meilleures façons de démarrer le travail proprioceptif est de supprimer d'ailleurs la vue sur plan stable. En supprimant la vue, vous supprimez à peu près 70% des informations qui concourent à l'équilibration du patient en position debout. Donc, ne pas oublier que supprimer la vue est un excellent outil thérapeutique en soins pour développer l'acuité proprioceptive périphérique et notamment podosurale. Voilà, diapo suivante. Alors là, j'ai mis une petite, c'est un petit clin d'œil, hein, puisque tous les messieurs de ma génération qui ont mon âge, hein, moi j'approche la soixantaine maintenant, dans les cours de récréation, en primaire notamment, et puis au collège aussi, on n'avait pas les outils modernes pour jouer aux jeux électroniques, aux consoles, et les Nintendo n'existaient pas. On jouait aux osselets, et sans le savoir, quand j'étais petit garçon, comme beaucoup d'autres petits garçons, je jouais avec des astragales de moutons. Donc le talus est revenu à moi quelques années plus tard. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Très bien, merci Marc pour cette présentation. Donc en effet, on va passer à la séance de questions-réponses. Donc je vous invite à poser vos questions si ce n'est pas encore fait dans l'onglet correspondant en bas et à droite de votre écran. Et puis donc c'est parti parce qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Alors on a Jamel. Oui. Est-ce que je les vois apparaître moi les questions, Benjamin? Non, je vais vous les dicter à haute voix. Donc Okay. on a Jamel qui nous demande comment diagnostiquer une atteinte du spring ligament. Alors le spring ligament, c'est d'abord une chose, c'est la palpation et c'est surtout au sautillement. Hein. Il y a une douleur élective au niveau du ligament glénoïdien. Autrefois, le spring ligament, on l'appelait le ligament glénoïdien puisqu'il soutient comme une glène talus, comme on l'a vu sur les schémas. Et donc à ce niveau, le patient, il y a une douleur élective qu'on retrouve à la palpation, il faut impérativement demander une échographie pour confirmer l'aspect clinique. Alors ensuite, toujours Jamel, comment résoudre ou traiter une atteinte ou une douleur de la troisième malléole? Alors bon, là c'est plus compliqué. La malléole d'Esto, ça crée des conflits et ça peut amener à des conflits osseux. Donc comment on traite? Ben, on traite pareil. On va vérifier les grandes mobilités et en cas de perte de grande mobilité, on va retravailler sur tout ce qu'on a vu. Les glissements tissulaires, les glissements articulaires, la proprioception, les techniques de recentrage dynamique et passif. En cas d'échec, eh ben, il faut diriger vers une consultation spécialisée, vers un orthopédiste, savoir si une infiltration peut régler
Le problème, ou parfois, hein, c'est rare, mais parfois on est obligé d'enlever un ostéophyte par arthroscopie, voire des fois des désépaississements, hein, des épaississements de cette troisième malléole. Le plus souvent, on retrouve ce qu'on appelle le syndrome de la queue de l'astragale. Et donc, il s'agit d'un conflit donc, entre la queue du talus et la partie arrière du tibia. Dans ce cadre-là, l'exérèse chirurgicale parfois est envisagée. Ce qui est un petit peu embêtant hein, parce que ça compromet la stabilité de l'arrière-pied dans des chevilles déjà qui sont problématiques. Donc voilà, il faut retravailler comme il faut en thérapie manuelle, programmer en neuromusculaire, voir ce que ça donne, passer à l'infiltration. Et parfois, en cas de syndrome de queue de l'astragale, ben, parfois aller chercher le tubercule postérolatéral de l'astragale, ce qu'on appelle la queue d'astragale, parfois l'enlever. Ce qui est embêtant, parce que ça déstabilise. Hein. Ne pas oublier que le faisceau postérieur du ligament latéral externe s'insère sur la queue d'astragale, hein, s'insère sur ce tubercule postérolatéral. Donc, vraiment une sanction chirurgicale de dernière intention, comme toujours en traumato. Alors, ensuite, on a Xavier qui, bonsoir. Quid de l'entorse de la tibio-fibulaire inférieure? Mis à part le test en flexion dorsale, rotation externe et augmentation de l'amplitude en flexion dorsale, quels sont les moyens thérapeutiques pour diagnostiquer cette entorse? Alors, la tibio-fibulaire, c'est ça? Tibio-fibulaire inférieure, ouais. Oui, on a vu les tests en charge, flexion dorsale avec le test en vissage du tibia. Hein, on fait une flexion dorsale monopodale forcée, torsion tibiale interne. Et donc, on amène le pied en ABD. Et là, déjà, on a une forte suspicion de l'atteinte du ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur. À la palpation, au niveau du soft point, on va palper directement. Et puis après, c'est l'échographie. C'est l'échographie qui va pouvoir juger de l'atteinte partielle, complète ou pas. Et dans les chevilles chroniques, de l'inflammation, parce que vous avez ce petit ligament accessoire de Bassett qui vient s'inflammer et gêner la flexion dorsale. Et donc, il va s'inflammer, se fibroser et gêner la flexion dorsale. Donc là aussi, on peut l'infiltrer en cas d'échec de la kinésithérapie. Alors, Xavier toujours a une deuxième question. Dans votre diapo, inversion, c'est flexion plantaire, adduction, supination. Le tibial antérieur est le principal fléchisseur dorsal. Peut-on parler? Le tibial antérieur est le principal fléchisseur dorsal. Ouais. Peut-on parler d'un muscle inverseur? Ben oui, effectivement, c'est un paradoxe. Hein. C'est un paradoxe parce qu'effectivement, il est fléchisseur dorsal et l'inversion, c'est en flexion plantaire. Mais c'est un puissant supinateur. Donc, les biomécaniciens ont tendance quand même à le ranger dans les muscles de l'inversion, en dedans de l'axe de Henke. Je sais qu'il y a un petit paradoxe et le paradoxe existe de la même manière sur le long fibulaire, puisqu'il est fléchisseur plantaire, or l'éversion se fait en flexion dorsale. Donc effectivement, on peut se poser la question, mais ce qui compte, c'est d'avoir une vision, c'est pas tellement la terminologie, mais c'est avoir une vision bien fonctionnelle de l'organisation musculaire de ces haubans autour de la cheville et autour de l'axe de Henke. Donc inversion, c'est un petit peu, je vais pas dire que c'est un petit peu se tirer par les cheveux, mais se poser la question, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais effectivement, c'est un fléchisseur plantaire. Et alors que l'inversion se fait dans la flexion plantaire, alors que c'est un fléchisseur dorsal. Jonathan nous demande, quand on est justement au stade d'ostéophyte, que peut-on envisager comme traitement? Or, Là, si l'ostéophyte est trop gros, il faut l'enlever chirurgicalement. Ok, bon, moi c'est clair. Donc ensuite, Nicolas, bravo pour cette présentation. Petite remarque sur la rééducation neuromusculaire. Ah, je ne crois pas que la société Mulux commercialise encore le Mulux athlétique. En effet. Pardon? J'ai pas compris.
il y a Nicolas qui nous demande, qui nous fait une petite remarque, comme quoi le Mulux athlétique n'est plus commercialisé seul, ce qui est le cas en effet. Donc c'est une petite remarque. Alors, j'ai pris la remarque, mais bon, c'est pas grave. Ah, vous m'entendez toujours, oui? Le long fibulaire, qu'est-ce qu'il a, le long fibulaire? Non, c'était une autre question. Question d'Emeric. Ouais. Que peut-on faire pour une douleur persistante liée à un ostéochondrite non disséquante de la région antéro-interne, je pense, apparue dans un contexte de microtraumatisme répété? Ah, ça dépend. Ça dépend. Un ostéochondrite, c'est déjà le repos. Il faut absolument supprimer le plus possible les contraintes sur cette partie abîmée. Mettre en place une rééducation très progressive. Bien sûr, on va travailler sur le tissulaire, sur l'articulaire, sur la stabilité des haubans latéraux, plutôt au départ ou en charge partielle. Tant que la douleur en charge est présente, on reste en décharge. Et puis, il faut être patient. Ouais, patient, ça peut prendre plusieurs mois, hein, une ostéochondrite. Généralement, ça peut finir par guérir si la lésion est évoluée. Et puis ensuite, il y a les infiltrations aussi, c'est pareil. Il peut y avoir des propositions de plasma, une infiltration avec du PRP, donc qui consiste à stimuler un petit peu la zone grâce aux cellules souches contenues dans les plaquettes. Voilà, on est un petit peu désarmé, mais généralement avec du repos, une rééducation bien conduite, très progressive, des PRP, ces cellules souches qui sont des traitements un petit peu je ne vais pas dire d'avenir parce qu'on les applique en ce moment, hein, mais qui sont des traitements plus dans l'arsenal thérapeutique, on peut espérer une guérison des patients. Ensuite, on a Franck. Lorsque le ligament de basset est touché, le ligament tibio-fibulaire antérieur a-t-il de forts risques de l'être aussi ou pas forcément? Je crois que là, il faut attendre l'échographie. Chercher le signe clinique. On va chercher le signe clinique avec la compression flexion dorsale du soft point et on fait une échographie et on voit ce qu'il en est. Généralement, réaction d'hypertrophie inflammatoire, c'est-à-dire que le patient a trop rapidement sollicité sa cheville ou alors le ligament, le faisceau antérieur du ligament latéral externe a été mal guéri et il reste du tiroir antérieur. Et ce tiroir antérieur va stimuler l'inflammation du ligament de Basset. Et donc après, tissu fibreux, d'interposition et blocage mécanique de la cheville. Souvent, ces patients qui vous disent « Ah, j'arrive pas à m'accroupir, quand je m'accroupis à fond, j'ai encore mal ». Donc voilà, on vérifie ça par l'échographie, d'abord par la clinique, par l'échographie. Lorsqu'il est atteint, il est fort probable que le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur soit atteint aussi. C'est vraisemblable. Et là, attention, il faut savoir immobiliser peut-être un petit peu plus longtemps les chevilles, hein, au moins jusqu'à 6 semaines, lorsqu'il y a un ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur de toucher. Il faut savoir immobiliser et peut-être mettre un petit talon, un léger petit talon, de manière à garder un petit peu de flexion dorsale de la cheville, ne pas forcer sur l'écartement de la pince. Voilà. Alors, encore une question de Xavier qui se demande en fait que faire pour une prise en charge aiguë d'une entorse tibio-fibulaire inférieure couplée à une entorse du LTFA. Mais voilà, mais je viens d'y répondre. Voilà. En fait, il faut immobiliser par aircast, mais le délai d'immobilisation sera un petit peu plus long et on va mettre un peu de flexion plantaire pour éviter l'effet d'écartement de la pince en flexion dorsale. Pendant 3 semaines, je dirais. Ok. Ensuite, Camille. Quelles précautions faut-il prendre s'il y a une entorse du ligament de basset? Que va-t-on changer par rapport à une entorse classique, sans atteinte de ce ligament? C'est la même chose que dans le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur. On va peut-être plus longtemps et moins solliciter la flexion dorsale pour éviter l'écartement de la pince.
On a Jonathan aussi qui demande que pensez-vous du renforcement des fibulaires lors d'une rééducation de cheville? Ben, elle est indispensable, mais surtout, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Donc, le plus rapidement possible, dès que la douleur le permet, mettre le pied en charge et travailler autour de l'axe physiologique de Henke. Et donc ça, c'est sur des chaussons qui reproduisent version et version en locomotion, donc sur des myolux, et non pas sur des plateaux de Freeman, qui font plutôt fonctionner l'appareil vestibulaire. Et en plus, qui ne respectent pas les axes physiologiques de la tibio-tarsienne. Émeric, à partir de combien de temps après une entorse peut-on débuter un travail défibrosant sur le ligament concerné? Comment savoir lorsque l'on passe à un stade d'adhérence tissulaire ou bien si on est encore en présence d'un ligament non cicatrisé? Ben, d'abord les délais. On considère qu'au bout de 3 semaines, il y a une cicatrisation et au bout de 6 semaines, donc les délais sont importants à prendre en compte. Les signes cliniques ressentis, les symptômes ressentis par le patient, bien évidemment. Et on est toujours un petit peu sur un fil parce qu'effectivement, il ne faut pas laisser installer une raideur de la flexion dorsale parce qu'on sait qu'elle potentialise le risque de récidive d'entorse. Mais en même temps, il ne faut pas compromettre la cicatrisation. Donc, on peut stimuler le tissu conjonctif en restant sur des positions neutres de flexion-extension. Ni inversion, ni éversion, ni trop de flexion dorsale, ni trop de flexion plantaire pendant la phase de cicatrisation. Et là, on peut commencer à stimuler le tissu conjonctif par des techniques de décordage. Alors, on a Xavier qui voulait compléter sa question précédente. Alors, la décharge est-elle systématique pour prévenir la flexion dorsale? Quel est le type? Pardon? Alors, attendez. Quel est le traitement en phase aiguë d'une entorse tibiofibulaire inférieure? En gros, si l'entorse tibiofibulaire est couplée à une entorse du LTFA, que faire en phase aiguë, sachant que les rééducations sont opposées? Les rééducations ne sont pas tellement opposées. C'est simplement une histoire de délai. Les délais sont un petit peu plus longs lorsqu'il y a un ligament tibiofibulaire touché, antéro-inférieur touché. Donc la seule petite différence, c'est, je vous dis, c'est de rajouter un petit peu plus de délai, faire un contrôle échographique et mettre une petite talonnette sous le talon. Voilà, pour éviter la flexion dorsale majorée, de manière à respecter à la fois la cicatrisation du LLE, tibiofibulaire, et talofibulaire antérieur, pardon, et à la fois le ligament fibulaire antéro-inférieur. Donc voilà, il faut simplement agir là-dessus. Voilà, et les rééducations après sont pas contradictoires. Hein. Une fois que la cicatrisation est obtenue, on va retravailler sur tous les éléments tissulaires, articulaires et sur les haubans musculaires. Voilà, en fait, la remarque de Xavier, c'est que on est plutôt sur un réveil des fibulaires, donc flexion dorsale pour le LTFA, et versus éviter la flexion dorsale pour éviter l'écartement de la pince quand on est sur du tibia. Il faut rester en neutre. Il faut rester en neutre pendant la cicatrisation. Voilà. Alors, ensuite, Fabien. Travaillez-vous spécifiquement le couple fibulaire tibial postérieur qui vous semble important dans la stabilité de la cheville? Oui, tout à fait. Il faut renforcer le tibia. Je vous ai dit, en charge, il y a un effet tenon-mortaise. Donc, il y a une stabilité par verrouillage articulaire passif. Par contre, en décharge, c'est un phénomène de pince active. Or, la pince active, elle est régulée par les muscles longs. Et le tibial postérieur, qui s'insère sur les deux os de la jambe, va avoir un effet de serrage en flexion plantaire de la pince. Donc effectivement, il faut inclure un travail spécifique. La rééducation de l'entorse externe de la cheville, ce n'est pas exclusivement les haubans latéraux, c'est aussi les haubans médiaux, et le tibial postérieur a un rôle important dans le serrage de la pince tibiofibulaire, bien évidemment.
Très bien, bah écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Si on a qui arrive encore d'ici quelques secondes, on va pouvoir y répondre. Sinon, il me reste plus qu'à remercier tout le monde, remercier encore une fois Marc Messina pour sa présentation. Et je vous rappelle donc on mettra en ligne cette vidéo d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de l'Académie de la Chimie. Très bien, merci à On vous. a encore une question qui vient d'arriver là, juste Ah, la toute dernière. En présence d'un conflit avec l'innervation fibulaire, la levée de la compression nerveuse suffit-elle pour retrouver des informations inférentes pertinentes? Ou bien faut-il effectuer une rééducation? il y a eu plein de coupures dans la question. J'ai eu des petites coupures là d'internet là. J'ai pas Ah, compris. je la repose. En présence d'un conflit Ouais. avec l'innervation fibulaire, la levée de la compression nerveuse suffit-elle pour retrouver des informations afférentes performantes? Ou bien faut-il effectuer une J'ai que rééducation? Benjamin, j'ai que des coupures. J'ai que des coupures. La question, je la reçois en pointillé. Il y a des Ah, trous. bon, bah alors, je pense qu'on va arrêter là si la communication commence à être mauvaise. Désolé, excusez-moi, mais là c'est. Bon, on y répondra par écrit à la question posée. Ouais, si vous voulez, vous m'envoyez un mail et je répondrai par écrit. Pas de Très souci. bien. Eh bien, allez, bah, bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci à Marc. Et Et puis, bonne soirée. à bientôt. À bientôt.